Bonjour, je suis Cyril Attias, fondateur d'ADMS.Paris. Après une carrière de plus de 20 ans dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et influence est donc le podcast où l'on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et de marketing d'influence. Vous êtes influenceur, directeur marketing ou communication, créateur de contenu ou tout simplement curieux d'en apprendre davantage sur le marketing d'influence? TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu? Alors arrêtez-vous ici et tenez-vous prêt à découvrir le nouvel invité du jour. Je script, je filme, je monte, je cuisine, je fais tout. C'est hyper drôle d'ailleurs parce que ce concept, tout le monde me dit mais comment t'as eu cette idée, etc. Et alors que en fait moi c'est naturellement pour moi, enfin c'est pas un coup de génie quoi, c'était juste une idée comme ça. Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Bonjour, aujourd'hui je reçois Pierre aka LPX, créateur de contenu et marketeur dans l'âme. Pierre nous raconte dans cet épisode sa rapide ascension sur les réseaux sociaux, comment il s'organise au quotidien dans sa création de contenu et comment il se projette dans les prochaines années sur les réseaux sociaux. Bonne écoute. Salut LPX, comment tu vas? Salut Cyril, tu vas bien? Superbe, au top. Bon, alors LPX, d'où ça vient déjà? Alors LPX, grande histoire en même temps très courte. Ouais. J'avais une copine qui vivait à Madrid quand j'ai créé mon compte et j'avais tendance à revenir en France parce que j'allais souvent la voir et à tout espagnoliser à outrance. Et donc du coup, quand j'ai créé mon compte, j'ai créé L pour le en espagnol et Pierre qui signifie en fait, je m'appelle Pierre déjà, pardon. Ouais. Et donc du coup le PX, je voulais quelque chose qui soit pas Pedro par exemple. Ouais, c'est un peu El Pedro. Qui faisait un peu cheap, voilà. Et je me disais que X, ça pouvait à la fois faire quelque chose d'unique comme pseudo, ouais. Et en même temps, ça signifiait collaboration, comme on sait, X11. D'accord. Donc je trouvais ça assez intéressant et que ça sonnait bien aussi. Donc j'ai gardé ce petit pseudo. Donc on garde LPX. On garde LPX. Bon. En fait, il s'appelle Pierre, mais on va garder LPX pour l'interview. Super. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? D'où tu viens? Comment t'es arrivé sur les réseaux? Alors, je suis originaire de Bordeaux déjà. Je suis arrivé sur Paris il y a 2 ans maintenant. À l'origine, moi, j'ai pas fait d'études. J'ai commencé à 19 ans après mon bac à monter une boîte de négoce de vin. D'accord. Donc, qui a fonctionné durement, surtout à Bordeaux et en étant jeune, en voulant révolutionner le monde du vin. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, ouais, mais c'est ambitieux. C'est comme ça. Ouais. Donc ensuite, j'ai arrêté cette activité au bout de 2 ans. Je me suis lancé dans la restauration. Moi, j'ai commencé en bas de l'échelle pour terminer directeur d'un restaurant. D'accord. Pendant 1 an et demi. Suite à ça, on a eu le premier Covid, le premier confinement. J'ai repris l'activité après ce confinement et quand il y a eu le deuxième, je me suis dit stop. Ça m'a permis de bien me recentrer, de me dire que c'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc de là, je me suis formé en autodidacte dans le e-commerce où je lançais des boutiques en ligne, je testais des choses. Mais pareil, j'arrivais pas à ce que ça fonctionne comme je le souhaitais ou en tout cas comme j'en avais l'ambition. Donc j'ai stoppé cette activité et je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'ai appris moi aujourd'hui en me formant là dans le e-commerce? Je sais faire des sites, je sais les promouvoir, faire des campagnes marketing, faire une image aussi de marque. Donc je me suis dit c'est tout ce que j'aurais aimé avoir quand moi je me suis lancé dans ma boîte de négoce de vin où j'étais jeune. Je devais me concentrer sur mon corps de métier, mais finalement je perdais plus de temps à gérer mon image, à faire mes cartes de visite, créer un site, etc. Et finalement c'est pas ce qui rapporte parce que c'est pas ce qui vend réellement. Quand t'as une marque, et que tu vends par exemple un produit physique, tu vas vendre ton pinard parce que c'est bien beau d'avoir un beau site, mais voilà, si tu vas pas faire le commercial, tu vends pas. Donc je me suis dit que j'allais créer une boîte d'accompagnement spécialisée dans les entrepreneurs pour qu'ils se concentrent sur leur cœur de métier et ce qui leur permettait, donc c'était sous forme d'abonnement, donc 200, 500 ou 800 euros par mois selon le package que tu prenais, tu vois, avec moi, et je t'apportais tous les services digitaux dont tu avais besoin. De là, ça a commencé à fonctionner. Je commençais à avoir des clients et à en avoir qui étaient satisfaits. Et arrivé au bout de 6 mois ou 8 mois d'activité, je pouvais plus prendre de clients parce que j'avais plus le temps. Ouais. Je gagnais environ 2000 euros par mois, mais c'était pas suffisant pour l'ambition que j'avais. Et je pouvais pas embaucher parce que j'étais pas assez structuré ni dans ma tête, ni dans j'avais pas de bureau, tu vois, par exemple. Donc, je voulais vraiment me recentrer sur moi. Donc, j'ai stoppé cette activité. Je me suis dit, je monte à Paris
donc dans une boîte de marketing, voir comment ça fonctionne, un petit peu les rouages du métier, pour pouvoir ensuite, moi, revenir à Bordeaux et remonter cette structure plus organisée, en pouvant embaucher et reprendre des clients et pouvoir m'expandre, tu vois. De là, je suis venu sur Paris il y a 2 ans. D'accord. J'ai été pris dans un groupe de restaurants italiens au service marketing. Et au bout d'un an, 1 an et demi au bout d'1 an d'activité, je me casse les doigts de pied des 2 pieds en vacances, bêtement. C'est ballot. Voilà, il y avait des fils, je voulais faire le malin, j'ai sauté de rochers, je me suis pris les pieds dedans. Ah merde. Et donc ça s'est très mal soigné, ça a mis du temps. Donc mon médecin m'a dit en mi-octobre, il m'a dit écoute, là tu restes 1 mois chez toi, sinon on va devoir t'opérer. De là donc 1 mois à rester chez moi. Moi, un peu hyperactif, je devenais fou. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais faire des contenus vidéo. Et pour m'entraîner, parce que c'est ce que je faisais aussi dans mon groupe de restaurants italiens, j'avais pris un peu le lead sur tout l'aspect des réseaux sociaux et de la création de contenu. Donc, je me suis dit, et ça va m'entraîner. Et en plus de ça, ça me fera un portfolio pour aller voir des marques quand je remonterai ma structure. Et finalement, au bout de ces 1 mois, 10 000 abonnés. Mon contenu qui marche. Sur TikTok, on était à 50 000, je crois. Donc j'ai continué sur cette voie-là pour moi et jusqu'à janvier où ensuite j'ai pu remarcher et je me suis dit ce serait génial d'aller chez les gens, de les accoster dans la rue et d'aller cuisiner chez eux, de leur proposer ça sous format vidéo. Ouais. J'ai testé la première vidéo, 5,5 millions de vues. J'ai dit c'est bon, on part dans cette direction. Tu valides le pilote. Et voilà, exactement. Et on continue sur ce projet-là. Donc de là, je commence à faire des vidéos spontanément vraiment dans la rue. Puis je quitte mon travail. Parce que j'avais vraiment dans le groupe de restaurants italiens. Et je me concentre vraiment sur la création de contenu. Et sauf que maintenant que c'était vraiment mon métier, je dois me professionnaliser. Je recevais des messages pas mal de gens un peu connus. Je me concentre là-dessus pour aujourd'hui former ce concept qui est est-ce que je peux venir cuisiner chez toi avec ce qu'il y a dans le frigo. D'accord, donc ça c'est ton truc de départ. Donc ça fait quoi, 1 an et demi? Là, ça fait 9 mois. 9 mois. Ok, donc même pas 1 an. 9-10 mois, tu vois. Ouais. Et donc maintenant, t'es hyper connu pour ça. Ouais, c'est comme ça que les gens... Pour le coup, c'est ta marque de fabrique. C'est exactement ça. Et comme j'ai pas revu en France des gens qui bossent sauf pour me parodier ou quoi, mais sinon il y a personne qui s'est lancé à reprendre ce concept. Ouais. Donc c'est vrai qu'en plus je suis le seul à faire ça, ce qui fait que souvent quand on me fait mais c'est toi qui cuisines chez les gens. Bah ouais, c'est sympa. Et voilà, non. Parce qu'en plus t'as quand même un background de cuisinier, enfin de restauration. Ouais, exactement. Donc tu sais à peu près cuisiner ou tu sais faire des choses. En tout cas j'ai beaucoup vu. Tu vois. Moi je faisais plus par exemple, je gérais le bar, mais j'étais au contact des cuisiniers. Et puis depuis tout petit j'aime cuisiner chez moi. Moi mon père cuisinait beaucoup. Donc très tôt je m'amusais à recevoir des potes à la maison et c'est moi qui cuisinais, ça me faisait plaisir, tu vois, j'aime ça. Et tu vas vraiment chez des gens inconnus ou non, tu castes un peu avant ou... Alors, au début ça a commencé, j'imagine. Au début ça a commencé complètement spontanément comme ça. Maintenant je suis obligé de professionnaliser et de caster ça parce que j'ai déjà eu bien évidemment des expériences moins sympas que d'autres. Bien sûr. Et maintenant que c'est devenu mon métier et que je l'aborde d'un aspect, c'est-à-dire que mes constructions de mes vidéos, j'ai mis du temps avant de les roder et maintenant je sais exactement, je dirais, mais bon, c'est tout le temps, c'est muable, tout le temps. Mais c'est-à-dire que j'ai une structure bien spécifique, je sais ce qui marche pas. Et donc, c'est pour ça que maintenant, tout doit être réfléchi, professionnalisé et que je suis obligé de rendre ça un petit peu plus professionnel, encore une fois. Ok, donc ça, c'est un vrai sujet. Tu es quand même assez jeune dans le game, je vais dire. Ah ouais, complet. Je viens d'arriver. Moins de 9 mois, presque par hasard. Parce que tout, c'est un enchaînement de situations. Et aujourd'hui, quand tu te présentes, quand tu vas en soirée ou tu vas dans des dîners ou quoi, comment tu te présentes du coup? En termes de quoi? De qualification professionnelle ou de... Est-ce que t'es créateur de contenu? Est-ce que t'es influenceur? Est-ce que t'es TikToker? Non. Le mec qui vient cuisiner chez vous? Tout me dérange un peu. Parce que on essaye tout de suite de te mettre dans une case. Donc, que ce soit de manière médisante ou un petit peu sur le ton de l'ironie ou même de façon totalement concrète. C'est-à-dire quand il y en a qui vont arriver et qui vont me dire, ah, mais toi, t'es TikToker. Il y a d'autres gens qui vont me défendre, qui vont dire mais non, il est créateur de contenu. Mais je trouve que c'est beaucoup de bullshit pour rien. C'est sûr. Je crée du contenu. En même temps, je me prends aussi pour. Enfin, j'ai l'impression d'être marketeur parce que je réfléchis à tout ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Comment fonctionne. Je vois beaucoup de. Je m'inspire de la sociologie. Enfin, tu vois, je réfléchis beaucoup à tout ça. Donc, je suis plutôt. Je me vois plus du côté marketing, tu vois. C'est-à-dire. T'es un marketeur, quoi. T'es un marketeur qui fait. Exactement, quoi. Et même, tu vois, c'est pas vraiment moi qui suis mis en avant sur mes vidéos. J'exploite
des gens, j'exploite leur caractère, leur personnalité et ce qui m'entoure. Et je suis presque plus un mini réal parce qu'on est sur des courts-métrages vu que mes vidéos font 1 minute 30, tu vois. Ouais. Est-ce que tu filmes toi-même tout seul ou Ouais, je fais tout. Encore aujourd'hui? Bah alors, encore aujourd'hui. Hier, j'ai testé de nouveaux concepts toute la journée avec une équipe de prod, tu vois, parce que j'essaye aussi comment ça peut marcher, de voir comment ça fonctionne, comment accueillir aussi une meilleure qualité et aussi de sous-traiter un petit peu parce que c'est le truc le plus dur. C'est que j'ai toujours pas réussi à sous-traiter quoi que ce soit dans le montage. Parce que jusqu'à maintenant, tu filmes, enfin, t'as l'idée, tu scriptes, tu casses, tu vois. Je filme, je monte, je cuisine, je fais tout. Ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est assez propre aux créateurs en général. C'est-à-dire que c'est quand même le truc qui vient qui sort de ta tête. C'est notre patte, quoi, c'est ça. Il sort de ta tête, donc tu pourras sûrement déléguer, mais ça reste toujours un exercice difficile parce que même les montages, tu verras qu'à un moment donné, ça monte pas peut-être comme toi tu l'aurais fait. Ah mais donc c'est ça. Tu seras jamais. Donc là c'est pour ça que je me suis permis de le faire en testant un nouveau concept. D'accord. Parce que sur mes concepts propres, je le maîtrise trop pour réussir à le déléguer. Alors sur quelque chose de nouveau, je me suis dit qu'on pouvait tenter l'expérience. Ok, donc jeune créateur de contenu, on va dire, mais c'est ça. prometteur, plein d'idées. Comment t'es organisé aujourd'hui? Est-ce que tu fais beaucoup de choses tout seul? Est-ce que tu es en agence? Tu as été en agence? Alors, j'ai été en agence. Ouais, quand j'ai commencé très vite, j'ai été contacté par des agences. D'accord. Directement. Au bout d'un mois, très vite. Enfin, au bout de, j'ai commencé donc à partir de, en fait, j'ai commencé donc fin octobre, début janvier, j'avais ma première collab. D'accord. Et fin janvier, j'avais des agences qui me contactaient. D'accord. De manière récurrente. Je suis rentré dans une. Pendant 2 mois et demi et j'ai fini par la quitter juste avant en fait de terminer mon contrat avant parce qu'on avait une période d'essai. D'accord. Et avant et sinon après je m'engageais sur 1 an. Et il y a des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont déplu. Donc j'ai préféré me retirer. J'ai cherché une autre agence et il y en avait plein qui m'ont recontacté parce que bien évidemment le concept cartonnait. Donc et simplement au dernier moment, j'allais signer avec une agence et au dernier moment, je me suis dit que je voulais rester en indépendant et donc j'ai proposé à quelqu'un de mon entourage professionnel que je trouvais compétent dans les mêmes valeurs que moi pour être mon agent donc en indépendant. Ok. Ouais, c'est pas plus mal. Des fois, c'est des sujets très solopreneurs. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Et j'ai une ligne directive et j'ai des projets pour l'avenir. Tu fais ce que tu veux, quoi. Donc voilà, donc j'ai besoin de me constituer une équipe, tu vois, d'être entouré de gens qui sont là pour le projet LPX et qui sont pas dédiés à toi et pas voilà exactement avec une même idéologie et j'ai qu'on aille dans la même direction et il y a beaucoup de projets à développer donc je trouve que le système des agences où il y a un nombre de talents énorme par rapport au nombre de gens qui les gèrent. Moi je suis pas là juste pour faire des collabs en one shot et c'est ça. Et voilà j'ai d'autres ambitions donc et pas là pour qu'on te vende au kilo non voilà comme on pourrait le faire exactement. Très bien. Aujourd'hui, par rapport à tes 9 mois d'activité professionnelle sur ces sujets-là, est-ce que tu as eu déjà une belle rencontre, une belle expérience qui t'a marqué depuis une belle expérience? Ouais, enfin un truc vraiment incroyable qui t'est arrivé ou que tu as pu faire ou des gens t'ont raconté? J'en ai plein de belles expériences. Enfin, c'est quasi toutes les semaines que j'en ai. Parce que rien qu'avec mon concept d'aller cuisiner chez des gens, je fais ça le soir en plus, donc c'est-à-dire qu'on passe un bon moment convivial, je rencontre des personnalités différentes tous les jours, c'est incroyable. Parce que là aujourd'hui, tu casses toi les gens chez qui tu voudrais aller ou les gens te demandent est-ce que tu veux venir chez moi? Il y a des deux, il y a vraiment des deux. C'est du 50-50. D'accord. Par exemple, j'ai fait une vidéo, tu vois, avec la gagnante de The Voice la semaine dernière, et du coup j'ai reçu plein de messages de gens qui avaient fait la Starac ou autre ou de. Ah oui, du coup ça donnait les idées aux autres. Voilà, exactement. Ou alors. Donc c'est vraiment divers et varié. Et après il y a des gens que j'adore où je trouve intéressant, qui m'inspirent en fait pour exploiter ce qu'ils font et la richesse de leur vie. Donc il y a vraiment des deux. Ouais. D'accord. Donc plein d'expériences au quotidien parce que t'en fais combien de vidéos? C'est une par mois ou une par semaine? J'en fais 2 par semaine. 2 par semaine. Ouais. Donc c'est du boulot en même temps. Ah c'est énorme. Il faut préparer. Ouais. Donc c'est très dur. Donc là t'as déjà les prochains tournages qui arrivent. Bah, ça dépend en fait c'est parce que c'est très entre le casting, la validation des dates parce que du coup comme c'est des personnalités majoritairement et ben chacun a un emploi du temps chargé, plus le scénario, plus nos vies à nous à côté où tu vois là demain je pars 3 jours à Milan, ensuite je pars 3 jours à Val Thorens, c'est donc tu jongles en même temps entre les agendas, c'est plus exactement ça, c'est plus trouver la date quoi. Finalement c'est ça quoi qui est le plus complexe. Donc là par exemple je suis aujourd'hui au jour le jour, c'est-à-dire que là j'ai 5 vidéos d'avance mais qui sont pas de ce concept là que j'ai tourné hier, tu vois, dans ma journée de production.
Mais sinon, j'ai des tournages de prévus cette semaine, mais j'en ai pas d'avance déjà monté, etc. Et alors aujourd'hui, quand les marques viennent te chercher, elles viennent pour faire exactement s'intégrer dans ton concept, ou elles te demandent autre chose? Alors majoritairement, je dirais à 90%, c'est pour s'intégrer à mon concept, parce que encore une fois, comme je suis le seul en France à le faire, qu'il est très friendly, tu vois. Ça... Et en plus de ça, que je crée des scénarios avec des introductions, il se passe toujours, il y a une intrigue, etc. Donc, on peut à peu près tout placer dedans. Je peux autant placer une marque de voiture, comme placer une marque de food, comme placer une marque d'habits, tu vois. Enfin, c'est tellement divers et varié qu'on peut tout y mettre. Donc, aujourd'hui, elle vient me voir pour ce concept, ouais. T'as pas fait de la grande distribution encore? Si, j'en ai fait. Si, t'en as fait, ouais, bien sûr. Ouais. Bon, ça peut pas être les plus rigolos, mais. C'est très facile à rentrer dans mon contenu. Ouais, ça marche bien. Ouais. Ça marche bien, mais ça roule tout seul. Ouais, quoi, ça roule. Oui, ça c'est évident. C'est pas ce qui va me prendre la tête. Ouais, tu la vois. bagnole, c'est intéressant. Bagnole, super intéressant. Faire la cuisine dans un van ou dans un. Van ou autre. Ou n'importe quoi. En fait, on peut vraiment tout imaginer. Je peux aller là cuisiner dans un avion. Là, on est en train de réfléchir à ça, tu vois, par exemple. Top. Et d'aller cuisiner chez Air France, j'en sais rien, tu vois. C'est top. Ah, mais t'as un super concept quand même. C'est intéressant compte, parce que quand t'en parles, c'est sympa parce que ça te démarque des autres. Deux, c'est exploitable dans multitude de cas. Tu dis les avions, tu dis plein d'autres choses. Et en même temps, d'aller dîner chez les gens, en tout cas, t'as du volume. Enfin, t'as un inventaire assez large. Quoi. Et surtout, même si jamais je me renouvelais pas dans mon concept, chaque vidéo est différente. Donc vraiment, c'est ça qu'on veut voir. Et puis on rentre chez les gens, ça c'est sympa. Dans l'intimité. Et ça c'est ce que veulent les gens. Ouais. Mais c'est hyper drôle d'ailleurs parce que ce concept, tout le monde me dit mais comment t'as eu cette idée, etc. Et alors que en fait, moi c'est naturellement pour moi. Enfin c'est pas un coup de génie quoi. C'était juste une idée comme ça. Que j'ai mis exécution, donc il fallait juste que je trouve un peu comment je pouvais former mes vidéos pour le faire. Et puis en fait, c'est venu hyper naturellement. Ouais. Et c'est vrai que c'est que maintenant que je me rends compte, de plus en plus, je me dis, putain, c'est vrai que j'ai quand même eu une bonne idée sur ce coup-là. Ouais, mais c'est top. Et c'est alors que, enfin, c'est quelque chose qui est venu comme ça sans que je me prenne trop la tête finalement, quoi. Oui, mais en même temps, c'est souvent les meilleures idées, tu vois. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant parce que tu as un concept qui est déclinable, adaptable, exportable aussi. Donc ça, c'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans des formats franco-français et limités par définition, selon le sujet. Donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Puis après, ça peut évoluer sûrement, ça va évoluer, j'imagine. Bien sûr. Ce qui est pas très dérangeant, quoi. Et aujourd'hui, tu es sur quelle plateforme principalement? Alors principalement sur Instagram et TikTok. Ouais. C'est les deux en fait qui m'ont permis de. Pour moi, c'est les deux tremplins et surtout TikTok qui est le plus gros tremplin pour avoir de la visibilité, de la notoriété dans un temps condensé. C'est-à-dire, j'ai fait 1 million d'abonnés en 4 mois sur TikTok, ce qui est énorme et c'est parce que la plateforme le permet de vraiment de partir de zéro et d'arriver à des gros résultats. C'est-à-dire, si tu fais une vidéo qualitative, ça fonctionnera. Ce qui n'est pas vrai pour d'autres plateformes comme YouTube, comme même Instagram, c'est un petit peu plus compliqué, même si ça fonctionne de plus en plus maintenant. Mais voilà mes principales plateformes actuellement. Actuellement. Twitch, tout ça, tu regardes pas ou c'est pas... Non, c'est compliqué pour toi. Enfin, ça, c'est en studio, quoi. Ouais, exactement. Et moi, c'est pas ce qui m'est venu naturellement tout de suite. Et j'ai pas trouvé encore de format qui était un petit peu innovant dans ce cadre-là de Twitch ou de. Ouais, donc je verrai réfléchir à quelque chose. Ouais, bien sûr. Mais pour l'instant là, je vise à vraiment être. Tu vois, je préfère fixer des énormes bases et très solides sur les deux plateformes là qui sont Instagram et TikTok, et ensuite passer au step suivant. Tu vois, petit à petit pour que tout soit vraiment à chaque fois solide. Qu'est-ce que tu aimes quand tu fais des collabs avec des marques ou ce que j'aime quand je fais des collabs, encore une fois, j'adore rencontrer des gens déjà. C'est quelque chose que j'adore. Et j'aime bien aussi être du côté des marques. Je m'entends presque mieux à échanger déjà avec les marques parce que moi c'était aussi mon métier d'origine un petit peu et donc ça m'intéresse énormément. Et en plus de ça, c'est surtout après les résultats. C'est-à-dire c'est toute la collab, le temps de la collab, les échanges qu'on a et le projet qu'on fait ensemble en fait parce qu'on travaille ensemble, on collabore et ensuite les résultats. Et voir qu'en fait on a réglé un problème ensemble ou qu'on est satisfait de la collab et ça c'est un vrai plaisir. Et surtout aussi chaque marque est différente avec une identité différente et donc on part sur des idées différentes et c'est très inspirant aussi pour moi. T'as des critères de sélection? Est-ce que tu t'es dit tel secteur de marque je le ferai pas ou quand une marque te contacte qu'est-ce qui peut te faire
penché pour dire Alors, oui? bah, moi, je veux simplement que le produit soit sûr. Tu vois, par exemple, j'ai vu une marque anglaise un peu spéciale, mais anglaise, mais qui en fait était chinoise. Ah oui, d'accord. Je sais plus d'air fryer ou de micro-ondes un peu spéciaux, mais qui étaient. Je veux juste être sûr du produit. Ouais. Et après, par contre, j'ai aucun critère. C'est-à-dire que presque plus c'est incongru, plus ça va m'exciter parce que je vais me dire, mais comment on peut le placer ça alors? Ouais. Et je trouve ça génial. Et donc, j'ai pas vraiment de critères à part que ça me corresponde et qu'on puisse le placer, tu vois. Et sinon après chaque fois c'est des paris. Plus c'est donc plus ça va être incongru, plus ça va me faire marrer et ça va être intéressant à réfléchir. T'as eu des demandes de collaboration hyper improbables? Alors j'en ai eu une que moi j'ai trouvé improbable et que là j'ai refusé. C'était pour un site de rencontre entre musulmans. Moi je suis pas musulman, tu vois, par exemple. Ah oui, c'est bizarre. Et simplement en fait je me voyais pas, je savais pas comment l'amener. Je comprenais pas aussi pourquoi la marque avait fait appel à moi. Ouais. En fait, simplement, c'est ça que je trouvais un peu spécial. Et c'est la seule chose où j'ai trouvé ça un peu spécial. Ouais, il faut un petit peu de sens, quoi. Et donc, je les ai conduits avec politesse, bien évidemment, et il y a aucun souci. Mais ça m'inspirait pas du tout. Ouais. Et je me voyais pas rentrer dans un rôle. Là, c'était, tu vois, ça me parlait pas, simplement. Ah, surtout que t'es pas musulman. Donc, en fait, pour moi, c'était la base. Ouais, c'est un peu la base. C'était la base, ouais, voilà. Single et musulman, sinon. Ouais, voilà. Alors que tu vois, par exemple, pour une marque de voiture, je pas de problème. Je sais pas de la voiture, mais on arrive à le placer. Là, t'as le permis ou pas? Ouais. Bon, c'est bon. Donc c'est bon. Tous nos amis constructeurs, il a le permis. Ouais. Il peut faire la cuisine dans la voiture. Exactement. En copilote, parce qu'il pourra pas conduire en même temps. On fait gaffe. Et est-ce que alors, du coup, 9 mois, c'est super tôt, super rapide. Mais est-ce que tu te projettes un peu entre 2 et 5 ans? Ah oui. Dans quoi est-ce que tu veux faire toujours ça? Est-ce que tu veux évoluer vers autre chose? Je veux pas, dans 2 ou 5 ans, je veux pas rester à faire le même format, sur les mêmes plateformes. Tu vois, je suis quelqu'un, surtout que j'ai commencé à la toute origine, encore une fois, à faire des tutos de recettes un peu fun, pour ensuite, au bout de 2 mois, évoluer, à aller chez les gens. Parce que très, très vite, je m'ennuie un petit peu de si jamais je me renouvelle pas ou si j'innove pas. Donc pour moi les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, c'est des tremplins qui sont énormes, mais c'est pas une finalité en soi. Donc le but c'est d'aller sur plein d'autres projets. Après d'ailleurs on a déjà là actuellement, mais c'est d'évoluer sur des choses un peu plus avec une plus grosse production, plus grosse, plus ambitieux, c'est-à-dire s'exporter, tu vois par exemple. Et voilà, et puis après même aller sur d'autres domaines. Monter un resto, je sais pas, tu vois, il y a plein de choses qui sont tout est possible avec les ressources qu'offrent ces réseaux sociaux. Donc ce qui est un peu génial, c'est que ça te met en avant, ça te permet de tester des concepts aussi. Exactement. Donc tu peux faire ton marketing à toi avec tes contenus et LPX, ça c'est un sujet. Mais ça peut aussi t'ouvrir des portes et des rencontres sur d'autres univers. Tu parlais de restaurants ou tu peux parler de rencontres. Exactement. Qui peuvent t'amener sur d'autres types de projets. J'imagine que tu peux peut-être pas rester tout le temps créateur de contenu tel quel. Non, et surtout parce que j'imagine, je te vois plus, t'es tellement créatif, à mon avis, que tu vas pas rester dans une case, quoi. Non, bien sûr, je pense pas. Et surtout, même l'énergie que consomme la production je préférerais, à terme, je me connais, je sais que je vais vouloir mettre de plus gros moyens, faire des choses, voir les choses un peu plus grands et concentrer de l'énergie un petit peu mieux faite aussi. Moins un flux tendu comme ça, tu vois, à chaque fois, toutes les semaines. Et faire des plus gros projets puis ça fait partie de l'évolution comme dans une entreprise, tu vois, tu commences avec un petit produit, puis après tu l'améliores, tu fais de la R&D, pour arriver à quelque chose de plus abouti, et de plus concret et plus abouti, ouais, voilà. Si demain une boîte de prod vient te voir et te dit on crée un concept ensemble, télé ou autre, ça te dérange pas? Ah, mais tout de suite. Ouais, c'est ça. T'as pas la frontière de la plateforme. Ah, aucune, non. Et au contraire, pour moi, encore une fois, c'était tu vois, j'avais 25 ans, j'étais personne, pas de notoriété spécifique. T'en as 26 maintenant. Oui. N'exagère pas non plus, hein. Non, mais ce que je veux dire, je parle quand j'ai commencé, c'est-à-dire que mon seul moyen en partant de zéro. T'as fait avec ce que t'avais, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Alors que maintenant qu'il y en a un petit peu à 26 ans. À 26 ans, waouh. Après avoir passé une année qui en valait 10. Mais c'est vrai que c'est des années riches, en fait. C'est presque, c'est ça, hein. C'est presque ça, ouais. Donc, du coup, maintenant, bien évidemment, je suis ouvert à tout. Ouais. Avec les moyens qu'on m'apporte. Ouais. Top. Parlons un petit peu du marché de l'influence. Comment tu vois aujourd'hui ce monde, alors qui est assez récent pour toi, mais en même temps... on apprend vite, hein, quand même. Ouais, t'as commencé avec une agence, t'as rencontré, j'imagine, d'autres créateurs, t'as rencontré d'autres agences un peu comme nous, qui sont pas des agences de talent, mais des agences de com. T'as rencontré des marques. Comment tu vois ce marché maintenant, avec ton recul de 26 ans? mon grand âge et ma grande sagesse. Comment je vois ce marché?
C'est un peu complexe. Je vois beaucoup de conflits d'intérêts un petit peu dans tous les gens qui communiquent entre eux, le système d'agence, de talent. Déjà, les choses sont pas toujours très claires. D'accord. C'est-à-dire, on n'arrive pas souvent trop à dissocier tel type d'agence d'une autre. Je parle avec beaucoup aussi d'autres créateurs qui sont un peu perdus aussi, qui ont fait une agence, qui ont fait ensuite en indépendant, qui ont fait seul, avec beaucoup de déception, c'est beaucoup l'ascenseur émotionnel. D'accord. Dans ce milieu, je trouve. Là, moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé un petit peu ma stabilité et je suis bien là comment je suis. Maintenant, je sais pas trop comment ça va évoluer. Je sais pas trop et je saurais pas trop quoi te dire, tu vois, ce que j'en pense réellement, parce que j'ai eu des super bonnes surprises comme des déceptions dans ce milieu, pas au niveau sentimental, mais au niveau professionnel, je te parle. Et donc voilà, je sais pas trop ce que je peux t'en dire de plus. Bon, un peu opaque. Ce que j'entends, c'est un peu bazar. Et un petit peu, Mais après, bon, c'est un marché qui est pas récent. Ça non. a plus de 10 ans, mais des nouveaux acteurs qui sont très jeunes arrivent sur ce marché-là et donc créent un peu de bazar. C'est-à-dire que d'agences de talent deviennent aussi agences conseil, mais donc là, les conflits d'intérêts sont énormes. D'autres agences type médias prennent des influenceurs comme des médias et donc créent un biais, en tout cas une non-lecture claire de la part des marques et pour les créateurs, qui fait que le créateur est un peu au milieu de tout ça, je crois. Enfin, c'est ça. Des fois, il regarde passer les trains et il se dit, putain, je suis quoi? Moi, je fais quoi? Et on se sent très, très utilisé aussi sûrement, comme des produits, quoi, tu vois, vraiment. Et j'ai l'impression aussi qu'on n'est pas assez pris au sérieux. Souvent, j'ai senti, par exemple, avec des agences ou des choses comme ça, qu'on nous prenait un petit peu pour des gamins avec un téléphone qui arrivait à faire des conneries sans s'en rendre compte. Et là où moi je disais, mais enfin les gars, moi ça fait 6 mois que je suis là, j'ai fait que bosser dans ma vie sinon, donc nous aussi on est pros, nous aussi on est conscients, on n'est pas que des produits et on capte très bien aussi des fois les petits coups de Trafalgar qu'on essaye de nous faire. Donc pas nous prendre plus bêtes qu'on ne l'est en tout cas. Ouais, mais je crois aussi beaucoup que le biais des agences de talent, c'est qu'elles vendent au kilo, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu dans leur tableau Excel, elles font leur rentabilité, combien de fois je l'ai vendu, ma marge, mon truc, mon machin. Donc c'est un peu dommage parce que c'est finalement un métier d'humain et c'est des relations humaines avec des marques c'est des projets créatifs à la base qui des fois peuvent devenir des projets médias qui sont pas du tout quali mais plutôt quanti, quoi. C'est ça, et c'est ce qu'on ressent même par rapport ça se ressent. À nos statistiques ou quoi que ce soit. On voit bien que quelqu'un qui marche mieux va être beaucoup plus brossé dans le sens du poil et mis en avant, et puis ensuite si ça marche moins bien, on voit. C'est donc rien que ça, on sait que c'est un métier humain mais qui dans le fond n'est pas humain. C'est un peu une façade. Je parle du côté en tout cas des agences. Bien sûr. C'est parce que bien évidemment quand tu marches mieux, on est plus sympa avec toi et tout va mieux dans. Ouais, et en même temps, tu vois, les agences médias n'ont pas réussi à prendre le pas sur l'influence parce que ça aurait pu être un axe de développement pour elles, tu vois, de se dire je fais du média à la perf, etc. Je vais choisir des créateurs que je vais proposer dans mes campagnes pour faire de la perf, par exemple. Mais ils n'ont pas du tout réussi le virage sur les influenceurs parce qu'ils savent vendre du média et ils savent avoir des remises sur tel média parce qu'ils ont du volume. Donc là, c'est intéressant pour les marques d'aller voir des agences médias. Mais typiquement sur les influenceurs, c'est pas un sujet qu'ils investissent parce que ça représente même pas 2% de leur marge brute. Donc ils s'en foutent. Donc ils le font pour le faire, mais c'est pas stratégique. Donc quand ça devient pas stratégique, finalement, t'as pas les bons interlocuteurs en face parce que ils vont te prendre un peu comme tu dis à la légère. Ils vont pas te considérer, ils vont te proposer parce qu'il faut bien le faire. C'est ça. Après, c'est pas tous, bien sûr. Non, bien sûr. Mais ça, quand même. C'est arrivé plus d'une fois, plus d'une fois même. Et du coup, tu subis un peu tout ça, quoi. Très bien. Alors, il y a eu récemment, entre guillemets, des réglementations qui ont été rappelées aux créateurs, rappelées aux agences sur les collaborations commerciales, sur les partenariats. Est-ce que toi, aujourd'hui, ça t'impacte ou pas? Et comment tu vois ce cadre de loi? Alors moi, ça m'impacte pas. Enfin, ça m'impacte, si, parce que je dois bien évidemment bien faire les m'impliquer dedans et bien faire les choses. Mais ça, en tout cas, pas de manière négative. C'est-à-dire, moi, ça encadre notre production et surtout comment on publie et de la manière dont on fait de la communication. Ça régule, mais moi, c'est plus un bon point pour moi parce que comme je respecte pas mal tout ça et que mon contenu
fonctionne très bien sans mentir, par exemple, tu vois. Donc limite ça peut me faire avoir une plus-value par rapport à d'autres, ou ça peut être tendancieux. Donc moi j'ai aucun problème avec ça. Simplement c'est pas encore non plus, il y a plein de choses qui sont pas très claires pour nous, et également pour ceux mêmes qui sont à l'origine du projet, c'est-à-dire qu'on rencontre les gens de la RPP régulièrement, qui des fois on leur pose des questions et même eux ils savent pas nous répondre, tu vois. Donc c'est pareil, on est sur une voie plus professionnalisée, ou professionnalisante en tout cas, et donc qui est la bonne voie, mais c'est encore un peu dans le foot. Tout est très jeune, comme tu dis, le marché. Là aussi la réglementation, donc il va falloir encore quelques temps avant que ce soit assez efficient. Mais c'est quoi les points d'interrogation que tu peux avoir avec la loi, les trucs Avec la loi, ça va être des situations où sur les collaborations commerciales, par exemple des invitations. À certains types d'événements, la loi ARPP, pas la loi ARPP, pardon, la loi E20 aussi des fois qui peut être par exemple tendancieuse, c'est chaud, ou ni les agences, où il y a des choses qui sont assez floues, tu vois, dans ces cas-là. Alors moi qui ai travaillé longtemps avec la RPP au tout début de mettre en place les bonnes pratiques, en fait, tout ce qui est en relation, que ce soit financière, invitation ou cadeau, normalement rentre dans la relation commerciale. Parce que la relation commerciale ne veut pas dire, ou collaboration commerciale, ne veut pas dire forcément monnaie financière. Facturé, ouais. Mais par exemple, je t'invite à un événement dans l'optique que tu en parles. En fait, au niveau de la loi même, ça a été défini comme étant déjà un début de relation commerciale. Parce qu'il y a un intérêt à t'inviter. Bien sûr. Tu vois, ils voient ça sous l'intérêt. Après, aujourd'hui, ça, on n'a pas tranché là-dessus très honnêtement. Même si maintenant tu vois des créateurs qui disent invités par la marque. Donc ça, en fait, tout le sujet de cette réglementation, c'est d'identifier quand il y a collaboration. Pas que financière. Là où était quelque chose de tendancieux, par exemple, c'était quand la marque nous invitait mais nous demandait pas d'en parler. Elle te parle jamais d'en parler. Tu vois, c'est là où on nous disait c'est un peu au cas par cas, mais donc, normalement vous n'êtes pas obligé de dire que c'est une invitation commerciale, sachant qu'ils vous ont rien demandé, mais quand même c'est un peu, tu vois, c'est là où c'est pernicieux, c'est que ils t'invitent toi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je vais en parler. Tu as des audiences, et parce que si t'en parles, ils sont contents. Bien sûr. Évidemment, ils te le demanderont jamais. Mais en fait, c'est le début de la relation qui fait que ils t'ont invité toi plus qu'un autre. Demain, t'es cuisinier, ils t'invitent pour faire la cuisine, c'est autre chose. Parce que t'as un métier, entre guillemets, où tu vas exercer. Là, dans les genres d'invitations qu'on peut recevoir, c'est logiquement des invitations commerciales ou invitées par la marque, à minimum. Après, même les cadeaux, tu vois, aujourd'hui, nous, on envoie plein de produits. Logiquement, pour nous, c'est du gifting, c'est-à-dire qu'on envoie sans demander quoi que ce soit. Donc ça rentre aussi dans ce côté événementiel où je t'envoie du produit parce que je sais que tu aimes ce produit, par exemple, mais je te demande rien. Et même nous, tu vois, au niveau agence, on accepte que les créateurs n'en parlent pas. Enfin, bien sûr. Ça nous semble normal, quelque part. Après, quand on fait bien notre boulot, en général, ils en parlent parce qu'ils aiment le produit ou ils aiment la marque. Donc, c'est ça. C'est ça qui est bien fait. Mais après, oui, c'est des choses qui sont encore à peaufiner, comme aussi la partie gifting où tu dois déclarer normalement que tu as reçu un beurre à 2,50 €, une glace à 23 €, non, pardon, à 3,90 €, parce que tu dois le déclarer apparemment. Oui, maintenant, c'est ça, donc, depuis juin. On attend que les journalistes fassent pareil, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ok, super. Est-ce que tu vois encore des gros... Enfin, toi qui as un peu l'esprit marketeur quand même, est-ce que tu vois quand tu reçois des briefs de marque en direct, est-ce que tu vois quand même encore des grosses incompréhensions sur ce que vous faites et ce qu'ils vous demandent? Oui. Ouais. Oui, par exemple, là j'en parlais sur la semaine dernière chez TikTok, c'est que les marques, pas toutes, de plus en plus, on voit les marques qui viennent collaborer avec nous pour notre contenu, qui nous considèrent comme des professionnels et donc nous donnent une liberté assez grande pour pouvoir produire notre contenu. Mais il en reste encore, ça arrive souvent où on finit par avoir gain de cause, même si c'est pas un objectif d'avoir gain de cause. Normalement, on est censé, c'est censé être coulé de source. Que quand on vient nous chercher, c'est vrai que c'est pour notre contenu et qu'on n'est pas là pour nous faire un scénario détaillé de ce qu'on doit faire ou pas faire, parce que non seulement on est les premiers à connaître notre communauté, donc on sait ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. J'ai l'exemple direct d'une collab que j'ai fait la semaine dernière. J'avais 2 vidéos à produire. La première, j'ai eu le choix de la liberté créative. Donc j'ai fait mon intro comme je l'entends avec mon effet waouh, mes stratégies,
Et la deuxième vidéo, qui était la continuité, ils m'ont imposé une intro dans la vidéo. Et ce qui fait que j'ai eu, donc, sur ma vidéo à moi, 1,2 million de vues. Et sur leur vidéo que j'ai posté à un jour de différence, 150 000 vues. Donc, 10 000, donc moins 10, enfin fois 10. Moi, j'ai fait fois 10. Les deux avec partenariat commercial. Les deux, la même chose. Simplement, ils m'ont laissé faire la première vidéo et j'ai fait ce qu'ils m'ont dit parce que je me suis dit, bon, allez, je fais un effort, ça, mais après, puis ça bataillait, donc j'ai dit, bon, allez. Pas des fois. Ouais. Et voilà. Et donc, moi, ce que je dis aux marques beaucoup, c'est faites-nous confiance. On y réfléchit aussi. Moi, j'aime bien échanger avec eux. Par exemple, je leur demande quels sont leurs pain points, quelles sont les valeurs de la marque, etc. pour rentrer dans l'ADA et dans l'idée créative. Et ça, c'est quelque chose qui s'échange ensemble, bien évidemment. Après, sur le contenu, je veux pas un scénario, je veux des do's et des don'ts. C'est très important, ça, de savoir, par exemple, ce qu'il faut absolument pas faire. Et s'il y a des phrases à placer, bien évidemment qu'on se débrouille et qu'on les place de manière subtile. Et en fait, ça marche à chaque fois, ça marche super bien. Ouais. Et avec les marques, elles étaient super contentes et c'est super bien passé. Notamment Jacquet, par exemple, pour ne pas les citer, où on a fait une superbe collab avec eux. Ils avaient donc, par exemple, une baisse de leur vente de... C'était un de nos premiers clients. Ah oui. Ouais, en 2016. D'accord. Mais t'étais pas né, évidemment. Ouais, pas encore. Mais bon, mais à l'époque, déjà, c'était très novateur pour eux. C'était très nouveau, tu vois. Et oui. Et là, mais tu vois, donc ça fait quand même, 7 ans qu'ils sont là. Quand il y en a qui commencent à peine. Et avec Jacquet, donc, ils ont compris tout ça. Ouais. Ils m'ont dit qu'ils avaient donc une baisse de leur vente de leur pain à burger, par exemple, du fait de l'augmentation des commandes. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était simplement qu'on puisse montrer aux gens qu'avec un rien dans notre frigo, on peut faire des burgers et voilà. On a fait notre collab. J'ai fait 2 vidéos, une qui a fait 3 millions et l'autre 2 millions. Ça s'est super bien passé. L'agence était super contente, la marque aussi, moi aussi. Ouais. Superbe collab et avec grand plaisir de rebosser avec eux, tu vois. Après, il y a des maturités clients, ou alors c'est souvent des maturités interlocuteurs. Ouais. C'est pas forcément la marque. Non, c'est pas forcément la marque. Les gens partent, reviennent, reviennent pas, mais partent et se remplacent chez les clients. Donc c'est surtout, moi, c'est vrai que nos meilleures campagnes à l'agence, tu vois, ça a été avec les marques, avec les clients avec qui on avait plus d'affinité, plus de compréhension mutuelle. C'est-à-dire qu'ils comprenaient nos métiers, on comprenait leurs marques, et avec les créateurs, on avait une co-création à 4 mains qui faisait que le créateur connaissait ses plateformes, nous on connaissait le message à faire passer, la marque connaît sa marque. Et c'est là où ça fait les meilleures recettes. Exactement, c'est ça. Parce que t'en vois encore aujourd'hui quand même, alors. T'en as quand même aujourd'hui. Ah, mais c'est souvent, quand même. Ah ouais. Et là, c'est pour ça qu'on en parlait, je te dis, chez TikTok la semaine dernière, parce que qu'ils ont fait appel à moi pour qu'on échange avec les marques, justement, pour qu'on se comprenne mieux entre créateurs et marques, et que les marques, enfin, pas que les marques, pardon, mais que les interlocuteurs apprennent à faire confiance, et que maintenant, donc, créateur de contenu, c'est un métier, un vrai métier, et qui est réfléchi et qui est organisé. Tu vois, moi, encore une fois, c'est organisé. Je fais des castings, des scénarios, tu vois, donc c'est professionnel, c'est un métier. Et voilà, et que si c'est pour recevoir un script en plus de spot TV, souvent c'est ce qui est fait, hein. On a l'impression d'être à la télé quand les marques nous demandent des trucs. Ouais, donc là, c'est très mal fait quand même. Là, c'est bonjour, et regardez avec ce génial, retrouvez-nous sur le site, et pousse, enfin, tu vois, c'est pas possible, ça. Enfin, je leur dis aux marques, je leur dis, on échange, souvent ils comprennent et finalement tout le monde est super content. Et sinon je fais comme là la dernière collab, je fais écoutez, je le fais, je vous dis que ça marchera pas. Est-ce que tu crois que c'est une histoire d'interlocuteur chez les marques? Oui, bien sûr. C'est que je vois encore des c'est ça en fait, c'est souvent il y a des agences, des fois des chefs de produits qui te briefent. Mais bien sûr. Donc là les chefs de produits eux, ils ont un rôle de marketeur et ils savent pas faire autre chose que des briefs. Ouais. J'imagine. C'est ça. Enfin, j'exagère. Ils savent faire plein d'autres choses, mais ça rentre dans leur casquette de marketeur. C'est pour ça que nous, tu vois, quand on travaille avec les marques, on préfère travailler avec la com qu'avec le marketing. Parce que la com, ils sont déjà un poil plus avancés dans les histoires, dans le storytelling, dans ce qu'on doit raconter, que le marketing, qui est finalement très proche de son produit, les messages. Exactement. Et donc, il faut les deux, c'est bien, mais c'est pas le même cerveau. Enfin, c'est pas la même manière de voir de voir. Ouais. Et ouais, donc non mais t'as raison. Hein. Donc t'as dit quoi chez TikTok? Allez, vas-y, dis-nous. TikTok, alors c'est ça. Donc premièrement, lâcher les briefs, quoi. Voilà, si on va voir un créateur de contenu, c'est pas pour que ce soit la marionnette ou c'est pas un acteur. Ouais. Ou un spot télé sur TikTok. Exactement. Ouais. Faut pas que ce soit. On lui envoie le scénario et il fait ce qu'on lui dit et on est le client. Point final. Ce qu'il faut, c'est échanger énormément parce que c'est un métier créatif, donc il faut une phase créative. Exactement. Pour moi, c'est transmettre quelles sont les valeurs de la marque, quel est l'objectif de la campagne, quel est votre pain point, c'est-à-dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut régler là, et quel est l'objectif de notre collaboration. Ensuite, les do's, c'est-à-dire il faut absolument pas. C'est pour le lancement d'un nouveau produit.
bien évidemment, doit voir le nouveau produit. Bien évidemment, on doit le voir aussi également dans un temps. On doit pas le voir juste à la fin en disant hop là comme ça. Parce qu'il y a aussi, je vois des créateurs qui font ça et je comprends que les agences du coup sont très pointues. Il faut le voir dans les 10 premières secondes. Je l'entends. Ici, par contre, faut le voir comme ça. Il faut qu'on le voit, mais moi je le place de manière subtile, bien. Il est hyper visible et sans que ce soit tout de suite. Tu vois. Backshot. Voilà, parce que ça non plus ça va pas. Donc expliquer un petit peu les doux, c'est ce qu'il faut faire. Il faut le voir dans les 10 premières secondes. Ensuite, il faudrait que on veut le présenter qu'il est par exemple le pain burger qu'il est bien moelleux et que moi je l'embellis, pas de souci, je fais ça. Et ensuite les don'ts par exemple, il faut surtout pas qu'il y ait ça parce que ça va être mal vu et on veut pas donner cette image. Ou il faut pas, moi, il me disait par exemple, il faut qu'il y ait quelqu'un, ce soit une ménagère là, parce qu'on a vu que notre cible, c'était ça. Et donc, en fait, avoir plein d'éléments, plein de points clés, et ensuite, par contre, c'est au créateur de les articuler pour que ça fasse un beau projet, tu vois. Donc, il nous faut un nombre de données qui est ultra important parce qu'il y a aussi nombre d'agences qui m'ont dit non mais t'inquiète pas, t'as le champ libre. Et une fois que c'était tourné et monté, ils m'ont dit ah mais non ça va pas, faut refaire. Je fais mais on va pas refaire un tournage, on peut pas. Ah oui. Enfin c'est pas possible. On a des délais, on a plein de trucs. Nous on a respecté notre part du marché. Il faut que vous fassiez le vôtre. Donc du coup une fois je l'ai fait, je l'ai fait parce que je peux pas supporter qu'un projet soit terminé sans que tout le monde soit content. Mais c'est pas possible sur voilà. Ouais. Donc donner l'ensemble des données importantes et les messages à faire transmettre et encore une fois les valeurs de la marque et le pain point. Et ensuite articuler avec le créateur pour produire la meilleure vidéo. Après, du coup, c'est là où tu vois que les agences sont importantes. Parce que beaucoup de marques essayent en direct pour des raisons de facilité, de rapidité des fois. Parce qu'ils ont envie, tu vois. C'est aussi rigolo pour elles de contacter les créateurs. Mais elles manquent ce filtre créatif et communication qui fait que la campagne est réussie ou pas. C'est-à-dire s'il n'y a pas le saut créatif, ça marchera pas. Ah non. Et souvent, les marques qui contactent les créateurs, c'est... brief, straight to the point, et on y va, quoi. Et c'est pas les meilleures campagnes, du coup. Non. Donc ça peut aussi faire peur à pas mal de marques de réutiliser des créateurs dans des campagnes parce que ça n'a pas marché une première fois, ou bien c'était compliqué. Mais c'est ça, tu vois. Et puis après, c'est un ensemble de mauvaises expériences qui font que c'est mal vu. Alors c'est dommage, mais on en vient, et de plus en plus les marques s'ouvrent et on en discute. Donc moi c'est vraiment un souhait et je crois que c'est la chose dont j'ai le plus entendu parler sur les collaborations entre les créateurs et les marques, c'était cette complexité de discuter et de trouver le juste équilibre qui fasse que tout le monde est content sans brider la partie créative du créateur et en respectant toutes les choses importantes à remplir dans la campagne de la marque, tu vois. Et ça c'est important. Moi j'éduque énormément les marques là-dessus. Enfin j'éduque pas, mais j'informe les marques le plus possible sur cet échange, co-création. Et des fois t'as des fausses co-créations. C'est-à-dire oui on va l'écouter, mais à la fin non quand même on aimerait bien notre backshot, notre truc. Ça arrive aussi beaucoup. Donc il faut vraiment lâcher prise là-dessus et l'objectif final c'est que la campagne fonctionne, que le produit soit vu et qu'on ait rempli, comme tu dis, qu'on ait réglé un problème. C'est-à-dire de perception, un problème de notoriété, qu'on ait réglé ce problème-là, quoi. Bien sûr. Donc il faut pas garder, moi je dis toujours, c'est pas une campagne média, c'est pas une campagne de pub, c'est une campagne d'influence. Et l'influence, c'est au créateur d'interpréter votre produit dans sa ligne édito et dans ce qui fonctionne dans sa communauté. C'est pas copier-coller la fiche produit, quoi. Et puis en plus j'ai vu des campagnes mais qui étaient apeurantes où il y avait des sommes folles qui étaient dépensées pour prendre aussi le plus gros créateur ou un grand créateur pour faire ce qu'on lui dit. Et au final, les retombées, c'était catastrophique. C'est de l'argent dépensé. Faut bien choisir son créateur dans l'identité. C'est pas le plus gros, par exemple, celui qui a le plus d'abonnés qui va faire la meilleure campagne. Il faut quelqu'un de bien adapté. Mais c'est un métier de choisir les bons créateurs aussi. Parce qu'on ne peut pas, et c'est pas juste envoyer, tu vois, c'est pas parce que tu mets 50 000 euros dans une campagne pour un seul créateur parce que c'est top créateur, plus gros, par exemple. Marche, et lui faire ce que tu lui demandes. Bon, t'auras la fiche avec, mais bon, les retombées, elles peuvent être, tu vois, pas du tout adaptées et surtout pas au rendez-vous. Super. Rentrons dans une phase de questions-réponses. Allez. Je te donne un mot, tu m'en donnes un autre. Créateur. Contenu. Influence. Métier. TikTok. Rapidité. Food. Communion. Et international.
LPX. Ça marche partout en plus. Ça marche partout. Enfin, l'espagnol est assez répandu, mais en même temps, ça marche. Ouais, ça marche. C'est pas Robert. Ah non, c'est pas Robert. C'était différent là. Super. Bon, alors ton prochain projet que tu peux nous donner ou tes prochaines, pas projets, mais un truc sur lequel tu es en train de travailler sans... Alors là, sur lequel on travaille à court terme, c'est vraiment d'exporter le concept. D'accord. Parce que tu vois, je l'ai pas vu à l'étranger. Ouais. J'ai vu un mec qui fait un peu comme moi, un Américain. Tu vois, c'est là où je me suis dit, putain, c'est dingue. C'est que c'est un Américain qui m'a copié. Et alors que normalement, c'est l'inverse. Je me suis dit, c'est génial, c'est que ça marche. Ouais. Mais il fait pas exactement comme moi, etc. C'est pas amené pareil. Donc, je pense que ça va être intéressant. Donc là, je pars déjà à Londres pour commencer en fin de mois. Très bien. Et ensuite, tu vois, je suis ouvert à tout. J'ai envie d'aller partout. Et après, d'autres projets. Donc là, plus gros, où je peux pas parler. Tu me réinviteras pour en discuter l'année prochaine. Et je t'en parlerai avec plaisir. Donc des gros projets qui arrivent quand même. Ouais, un petit peu plus gros en tout cas. Un peu, là ça va être sur sympa. plein de sujets en même temps. Ouais. Bon, ben tu reviendras. Et alors un conseil pour un jeune créateur qui débute? Un conseil pour un jeune créateur qui débute, je lui conseille de tout faire, lui-même. Ouais. C'est le premier conseil. Ceux qui essayent déjà et pas besoin de moyens. J'ai commencé avec un iPhone 13 mini, c'est tout seul. Il faut tout faire parce que c'est que en passant par chaque étape de la création qu'on capte et qu'on conçoit les tenants et les aboutissants de toutes les étapes qui font une bonne vidéo et du bon contenu. Ouais. Et en même temps, c'est là où tu pratiques et tu te trouves aussi parce que tu sais pas ce qui va fonctionner chez toi, quoi. Et tu vois, par exemple, moi, c'est en filmant et en montant que c'est au moment du montage que je comprenais comment je devais mieux filmer. Ouais, c'est ça. Et inversement. Et ensuite, et ça te donne des idées parce que tu comprends mieux les choses. Et aussi, tu te sens beaucoup plus concerné parce que si tu relâches une partie, en fait, tu te dédouanes de quelque chose et donc t'es pas optimal. Alors que là, il y a même donc vraiment passer par toutes les étapes, tout faire tout seul au début, au moins. Et pour moi, c'est le plus important. C'est ouais. Ok, donc tout seul. T'as un support pour ton téléphone quand tu filmes à la première personne? Ah oui. T'es équipé, t'as un casque, t'as le casque ou non. Alors moi, je le prends à la main. Ouais, d'accord. Et ensuite, après, j'ai trépied, etc. Mais une fois que je suis installé, sinon je le fais. J'ai vu des créateurs, tu vois, qui avaient des casques incroyables, des casques de moto, et ils avaient un boîtier, comme les lunettes de visée nocturne que tu peux avoir dans l'armée, comme les GoPro là, en fait. Ouais. Et ils ont l'appareil, mais qui est un gros bazar. Hein. Ah non, moi ils mettent devant comme ça. Et les mecs, en fait, c'est tout à la première personne, donc ils se baladent, mais ils ont un casque qui fait 25 kilos, quoi. Ah ouais, non, mais attends, ce qui se fait, il y a des harnais qui existent. Il y a des harnais, ouais. Voilà, pour mettre le téléphone. Mais tu maîtrises pas ton angle, j'imagine. Ouais, moi je le garde à la main et j'ai vraiment besoin qu'il soit, qu'il y ait de l'immersion, etc. Donc, et de pouvoir être maître de mes mouvements, comme tu dis. Ça, plus simple quand même. Donc ça, pour l'intro, c'est à la main, ouais. Donc faut tout faire soi-même et à la main. Ouais, parce que tu vois, j'ai essayé avec un stabilisateur, par exemple. Ça rend moins bien qu'à la main. Ah ouais. Donc je suis retourné. Après, c'est ce côté un peu amateur que je vise, bien sûr. En avant, donc forcément, si c'est presque trop propre, ça marchera moins bien. C'est ça rentre dans ma DA pour ce concept-là, en tout cas. Pour ça, ouais. Et si jamais demain tu te retrouves dans une île déserte pendant un mois, qu'est-ce que tu emmènerais avec toi comme série? Quelle série tu emmènerais? Comme série? Ouais. Ça c'est intéressant. T'as kiffé. Qu'est-ce que j'ai revoir Qu'est-ce que j'ai kiffé comme série? Il y en a tellement. Tu me mets dans la panade. Bon, on reviendra dessus. Ouais. La dernière que t'as vue, c'est quoi la dernière? La dernière, là en ce moment, oula. Il y a longtemps, il y a plus le temps, le garçon. Non, ouais. Là, la dernière que j'ai vue, c'était, tu vois, je sais même pas. Je saurais même pas dire ce que je mangeais hier. Par contre, si tu me parles de concept, là, c'est. Ok, donc le dernier concept. Ça défile. Il part avec un crayon et il fait un bloc pour écrire le concept. Voilà. Plus qu'une série. Et si tu avais une personne à me recommander pour le podcast? Une personne à te recommander, alors j'ai un pote qui s'appelle Adrien Truong, qui est très intéressant parce qu'il est parti de la télé-réalité. D'accord. Tu vois, qui est un milieu assez compliqué et qui s'est redirigé et restructuré dans la pub et le cinéma. Et il a un parcours très intéressant et même dans sa réflexion sur son parcours, il est assez smart. Ça peut être cool d'échanger avec lui, tu vois. Ok. Bon, la télé-réalité mène à tout alors. Ça va. Il y a une vie après la télé. En tout cas, rien n'est un frein en soi. Ouais. Enfin, si ça freine, mais rien ne stoppe. Ouais, et puis ça peut être qu'une étape. Enfin, voilà. Il y en a, c'est pas une fatalité. Il y en a qui sont faits pour ça et il y en a c'est juste un tremplin. Exactement. Écoute, merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Pour cet échange. Voilà, maintenant on sait qui se cache derrière LPX, un peu plus que ce qu'on voit sur les réseaux. Donc merci pour tout. Et puis, écoute, je te dis à l'année prochaine. Alors, c'était un grand plaisir. Pour voir les grands projets se concrétiser. Voilà, à l'année prochaine. Merci. Ciao.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.